en chef des forces armées de la République du Kenya, et je l'invite à s'adresser à l'Assemblée. Asante. Mr. President, Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est un véritable plaisir que de pouvoir s'exprimer à la 70e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Permettez-moi de commencer en vous félicitant, Monsieur le Président, pour votre élection à la présidence de cette session historique. Je suis convaincue que votre vaste expérience diplomatique vous guidera et contribuera à réaliser les objectifs que vous vous êtes fixés. Le Kenya appuie totalement votre présidence et nous allons coopérer de façon constructive avec vous afin de mener à bien les objectifs de cette session historique. Monsieur le Président, il y a 70 ans, suite à la Seconde Guerre mondiale, le monde a assisté à la création des Nations unies, dont l'objectif était de préserver les générations à venir du fléau de la guerre. Par la suite, le monde s'est attelé à mettre fin au colonialisme et à ses idéologies. Nous avons été également les témoins de plus d'égalité au niveau international, de plus d'équité sociale, et nous avons également été les témoins du début de la lutte contre la pauvreté de masse. Tous ces efforts ont abouti à la démocratie et à la liberté. Aujourd'hui, le 70e anniversaire de la création des Nations unies est commémoré dans un contexte de nombreux enjeux internationaux. Les effets négatifs de la mondialisation, les conséquences dévastatrices de la crise financière et économique internationale, ainsi que les effets néfastes des changements climatiques ont renforcé la vulnérabilité de l'économie internationale et ont touché les États membres des Nations unies à divers degrés. Aujourd'hui, tout comme au cours des 70 dernières années, les défis et les aspirations rencontrés par les pays en développement, notamment la paix et la sécurité, le développement, la protection des droits de l'homme, la préservation de l'environnement et la gouvernance internationale sont toujours d'actualité et sont plus pertinents que jamais. Ces éléments demeureront encore la priorité essentielle d'un grand nombre d'États membres des Nations unies dans les années à venir. Monsieur le Président, le maintien de la paix et de la sécurité internationale est confronté à de nombreux enjeux à cause de l'intensité accrue et de la complexité des conflits au Moyen-Orient et en Afrique, plus particulièrement dans la région des Grands Lacs, de la Corne de l'Afrique, ainsi que dans le Sahel. La situation sécuritaire complexe en Afrique de l'Est et plus loin préoccupe tout particulièrement le Kenya. Le Kenya a investi des millions de dollars en faveur du maintien de la paix et de la sécurité régionale, alors que beaucoup de Kenyans ont perdu leur vie dans leur quête de la paix. C'est pourquoi le Kenya exhorte la communauté internationale et en particulier le Conseil de sécurité des Nations unies à assumer leurs responsabilités afin d'avoir un impact direct en faveur de la résolution de ces conflits. Il convient de promouvoir des sociétés pacifiques et inclusives en faveur du développement durable. Il faut fournir l'accès à la justice pour tous et créer
des institutions efficaces, responsables et inclusives à tous les niveaux, comme c'est indiqué dans l'objectif 16 des objectifs du développement durable, afin de garantir une paix durable sur toute la planète. Monsieur le Président, le terrorisme international ainsi que l'extrémisme violent demeurent une menace majeure non seulement pour la République du Kenya, mais également pour le monde entier. Ces dernières années, les terroristes d'Al-Shabaab ont ciblé la population civile du Kenya en utilisant le prétexte du déploiement de troupes kenyanes en Somalie. Cette menace permanente que présente Al-Shabaab a eu des conséquences importantes sur la sécurité nationale et l'économie du Kenya. C'est pourquoi le Kenya appelle la communauté internationale à prendre des mesures fermes et concrètes afin de lutter contre Al-Shabaab ainsi que contre les autres groupes terroristes, notamment contre le phénomène des combattants étrangers. Dans le même temps, nous devons aborder ensemble la question de la radicalisation des jeunes qui nourrit le terrorisme international ainsi que son financement là où les jeunes sont radicalisés. Monsieur le Président, la Somalie est toujours un voisin important du Kenya. Le Kenya et la Somalie partagent des liens historiques, culturels et commerciaux forts qui ont bénéficié aux deux sociétés. La Somalie constitue une source de préoccupation pour la communauté internationale ainsi que pour le Kenya plus particulièrement à cause de la crise qui perdure et de la situation sécuritaire qui constitue une menace à la paix et à la sécurité dans la région d'Afrique de l'Est ainsi que dans toute la Corne de l'Afrique. Alors que la capacité d'Al-Shabaab de perpétrer des attentats en Somalie a été réduite grâce à la présence de la mission AMISOM, la présence d'Al-Shabaab en Somalie a des conséquences néfastes sur la sécurité, la stabilité et la prospérité de la Somalie. Les forces armées kenyanes, dans le cadre de la mission de l'Union africaine en Somalie, continueront à coopérer étroitement avec l'armée nationale de Somalie. Malgré la menace posée par Al-Shabaab sur le Kenya, nous continuerons à soutenir fermement le gouvernement et le peuple de la Somalie. Nous appelons la communauté internationale à appuyer le gouvernement fédéral de la Somalie dans ses efforts de sécurisation du territoire. Avec les autres partenaires internationaux, nous nous sommes engagés à fournir le soutien nécessaire au gouvernement fédéral de la Somalie dans sa mise en œuvre de sa vision 2016. Monsieur le Président, le Kenya est également préoccupé par la crise humanitaire et la crise de gouvernance qui émerge au Soudan du Sud suite à la crise politique qui a eu lieu en 2013. La crise au Soudan du Sud est une source de préoccupation non seulement pour le Kenya, mais également pour les pays de l'autorité intergouvernementale pour le développement ainsi que pour la communauté internationale. Le Kenya se félicite de la signature récente du traité de paix et appelle les deux parties à trouver une solution pacifique au conflit. Nous exhortons la communauté internationale et plus particulièrement l'ONU à appuyer le processus d'initiative de paix de l'autorité intergouvernementale pour le développement ainsi que les autres initiatives visant à aboutir à une paix durable, juste et complète au Soudan du Sud grâce à la mise en œuvre des accords de paix et de sécurité.
Il faut appuyer les institutions de gouvernance et de démocratie. Il faut également soutenir la démilitarisation du Soudan du Sud et répondre à la crise humanitaire actuelle. Le Soudan du Sud, Monsieur le Président, a besoin de retrouver le chemin de la paix, du développement et de la reconstruction, et ce, urgemment. Monsieur le Président, au début de ce millénaire, nous avons adopté les objectifs du millénaire pour le développement. Depuis lors, les OMD ont mobilisé et catalysé les mesures internationales en faveur de l'éradication de la pauvreté et afin d'atteindre d'autres objectifs sociaux. Les OMD nous ont montré que des objectifs et des cibles peuvent être de véritables vecteurs de changement. De fait, lorsqu'ils ont été mis en œuvre avec succès, les OMD ont eu un impact positif sur la vie de millions de personnes. Mais les résultats ont été mitigés au mieux et souvent inégaux dans les pays. Beaucoup de pays en développement sont en retard et n'ont pas été en mesure d'atteindre les limites fixées par 2015. Il convient donc d'entamer un processus international qui nous permettra de façonner un nouveau programme de développement dont le point de départ sera les éléments encore en suspens des OMD. Il faudra également adopter un programme pour le développement qui changera la donne et qui sera inclusif, tel que nous l'avons dit lors du sommet des Nations Unies sur le développement durable en 2012 à Rio de Janeiro, au Brésil. Notre nouveau programme intitulé « Transformer notre monde », le programme pour le développement durable à l'horizon 2030, a par conséquent pour objectif d'aborder des enjeux de nature sociale, économique et environnementale. Mais la transformation et l'inclusion ne signifient pas que nous renonçons à nos responsabilités d'assister les pays qui en ont le plus besoin. Au contraire, nous devons redoubler d'efforts en tant que communauté internationale afin de s'assurer que nous n'oublions personne et qu'aucun pays ne soit oublié. Monsieur le Président, 2015 entrera dans l'histoire comme l'année au cours de laquelle de nombreuses conférences importantes se sont tenues. C'est l'année qui nous aura mis sur la voie du développement durable. Nous avons commencé en mars avec la réunion de haut niveau sur la réduction des risques de catastrophe, ensuite en juillet avec la conférence sur le financement du développement, et nous venons de conclure l'adoption de notre nouveau programme intitulé « Transformons notre monde », le programme du développement durable à l'horizon 2030, dont l'objectif ambitieux nous permet de mettre en œuvre un nouveau programme de développement majeur avec tout un éventail d'objectifs de développement durable. Le sommet international sur les changements climatiques du mois de novembre et de décembre cette année à Paris, en France, devra nous permettre de nous accorder sur un accord sur les changements climatiques acceptable, inclusif, équilibré et ambitieux, ainsi que sur son financement. Nous espérons que cet accord se traduira par de véritables mesures. Monsieur le Président, la conférence de Paris doit être couronnée de succès. L'échec n'est pas une option. La 3e conférence mondiale des Nations Unies sur la réduction des risques de catastrophe s'est tenue en mars 2015 à Sendai, au Japon. À l'occasion de cette conférence, on a souligné l'importance de la promotion des efforts de réduction des risques de catastrophe au niveau international et régional, ainsi qu'au niveau national et local. La conférence a souligné les coûts en matière de réduction des risques de catastrophe qui constituent une véritable charge pour de nombreux pays.
Par conséquent, ces coûts sapent les efforts visant à éliminer la pauvreté ainsi que de garantir la sécurité alimentaire, entre autres. Pour l'avenir, la conférence a conclu qu'il sera essentiel d'atténuer les effets des risques de catastrophe en mettant en place des mesures de résilience. Les États membres devront s'atteler aux pertes dues aux catastrophes, aux pertes de vie, ainsi qu'aux pertes sociales, économiques et environnementales des communautés. La conférence a appelé à un engagement de toute la communauté et de tous les acteurs, notamment les gouvernements, les organisations régionales et internationales, la société civile, notamment les bénévoles, le secteur privé, ainsi que la communauté scientifique. La conférence a également appelé les gouvernements à mobiliser les moyens nécessaires de mise en œuvre afin de lutter contre les effets des catastrophes. Il faut pour cela renforcer les capacités pertinentes, notamment en ce qui concerne l'identification des risques, l'atténuation des coûts des risques, et ce afin de procéder à des dépenses publiques prioritaires. Le renforcement des capacités doit tenir compte des moyens d'analyse des risques et doit concerner les autorités locales et les nouveaux sous-nationaux afin de garantir une bonne mise en œuvre. Afin de réduire les risques des catastrophes, nous avons besoin de mécanismes de suivi et de reddition de comptes. Nous devons reconnaître que la réduction des risques de catastrophe fait partie de notre nouveau programme pour le développement durable. Monsieur le Président, la 3e conférence sur le financement du développement s'est tenue en juillet 2015 à Addis Abeba en Éthiopie. Nous avons abouti à des décisions importantes qui font suite aux engagements de Monterrey et de Doha. Il s'agit de renforcer notre cadre en faveur du financement du développement durable. Le document final de la conférence se concentre tant sur des moyens budgétaires et non budgétaires de mise en œuvre. Les ressources nécessaires seront obtenues grâce à la mobilisation de ressources nationales, grâce au financement du secteur privé international et national, grâce au système de financement public international, notamment l'aide publique au développement. Toutefois, la mobilisation de ressources nationales demeure essentielle pour obtenir les ressources nécessaires en faveur du financement. Il convient donc d'aborder les restrictions budgétaires tout en renforçant les capacités des autorités fiscales. Les moyens non budgétaires reprennent notamment le commerce international, qui est un vecteur pour le développement. On parle également de durabilité de la dette, de certaines questions systématiques également. Cela étant dit, le rôle de l'aide publique au développement est central pour la crédibilité de la coopération internationale en faveur du développement. Il est donc essentiel que les partenaires du développement continuent à redoubler d'efforts afin d'assister et de financer des programmes dans les pays en développement. Le Kenya accorde une importance toute particulière à la mobilisation de ressources nationales afin de nous acquitter de nos engagements en matière de développement. Nous avons pris bonne note du financement international public qui peut compléter les ressources publiques nationales. C'est pourquoi nous avons établi une politique de ressources extérieures au Kenya en mettant l'accent sur le financement de projets clés. Afin de garantir une architecture efficace d'aide extérieure, nous avons mis en œuvre une initiative visant à mettre en œuvre la déclaration de Paris de 2005 sur l'efficacité de l'assistance. Le Kenya
s'est engagé à mettre en œuvre des mécanismes de suivi et d'examen efficaces qui nous permettront de nous assurer que tous les moyens de mise en œuvre soient examinés de façon périodique. Pour l'avenir, nous devrons aborder les lacunes en matière de capacité dans les institutions clés, telles que dans notre Office des statistiques nationales, afin que ces institutions soient en mesure de rassembler des données opportunes et fiables nécessaires pour le processus de suivi et d'examen. Monsieur le Président, j'aimerais saluer le secrétaire général des Nations Unies pour l'excellente réussite du sommet du programme de développement de l'après 2015, programme intitulé « Transformer notre monde », programme pour le développement durable à l'horizon 2030. Il y a quelques jours, nous avons adopté un programme en faveur du développement durable ambitieux et qui changera la donne pour les 15 prochaines années à venir. Cet accord est l'aboutissement de plus de 3 ans de négociations intergouvernementales qui ont commencé à l'occasion de la conférence des Nations Unies sur le développement durable à Rio, au Brésil, en 2012. Nous sommes ravis de constater que le programme reconnaît que l'élimination de la pauvreté sous toutes ses formes et partout est un objectif principal. Les objectifs et les cibles établis par le programme sont universels et s'appliqueront à chaque pays, tout en tenant compte des diverses circonstances et capacités. Ce nouveau programme reconnaît que le développement durable ne pourra être réalisé sans la paix et la sécurité, et que dans le même temps, la paix et la sécurité seront en péril sans développement durable. Il faut donc créer des sociétés pacifiques, inclusives et bien gouvernées avec des institutions responsables qui seront à la base de la prospérité. Et surtout, le programme indique que nous ne pourrons atteindre nos objectifs de développement sans aborder les questions de droits de l'homme et les questions humanitaires dans le même temps. Le programme aborde les conditions sine qua non pour que l'humanité puisse mener une vie décente à l'abri de la pauvreté, de la faim et de l'inégalité, avec tous les hommes, toutes les femmes, toutes les filles et tous les garçons capables de réaliser leur potentiel. Ce programme nous appelle à devenir des citoyens internationaux responsables. On nous appelle à prendre soin des plus démunis, à préserver l'écosystème de notre planète dont toute vie dépend. Notons également que le programme a bénéficié des contributions de la société civile, du secteur privé, du monde universitaire, des parlementaires, ainsi que de millions de personnes des 4 coins de la planète qui ont partagé leur vision de l'avenir que nous voulons. Monsieur le Président, le Kenya a eu l'honneur et est fier d'avoir joué un rôle central dans le processus du programme de développement de l'après 2015. Nous avons coprésidé le groupe à composition non limitée sur les objectifs du développement durable. Nous avons également coprésidé les négociations intergouvernementales sur le programme de développement de l'après 2015. Il incombe maintenant à chaque État de mettre en œuvre ce programme pour le développement universel. Des moyens pertinents pour réaliser ce programme ont été développés et ont été intégrés aux objectifs du développement durable. Et ils seront complétés par les résultats de la 3e conférence sur le financement du développement dont j'ai parlé plus tôt. La mise en œuvre et le suivi seront centraux. Il faudra donc inclure tous nos partenaires afin que ce processus soit couronné de succès. Pour mener à bien notre objectif de développement durable,
Nous nous réjouissons de la tenue de la 21e COP de la Convention cadre sur les changements climatiques en novembre et décembre 2015 à Paris, en France. La COP 21 sera un jalon au cours duquel les dirigeants internationaux devront faire montre de volonté politique afin d'atteindre les objectifs escomptés qui permettront à la conférence d'aboutir à un nouvel accord international sur le climat, un accord qui s'appliquera à tous les États et dont l'objectif sera de maintenir l'augmentation du climat à 2 degrés. Nous saluons les efforts de la France en faveur d'un consensus au sein des négociations des Nations Unies sur le climat. De la même façon, le Kenya continuera à travailler de façon constructive afin que nous puissions nous accorder sur un accord sur les changements climatiques qui tiendra compte des éléments qui touchent les pays en développement. Monsieur le Président, le Kenya est ravi de constater que les efforts visant à renforcer notre intégration régionale au sein de la communauté d'Afrique de l'Est continuent à porter ses fruits. La communauté d'Afrique de l'Est est un des organes régionaux d'intégration qui se développe le plus vite et nous espérons maintenir ce rythme. La communauté d'Afrique de l'Est s'est engagée à renforcer sa coopération avec les États partenaires dans les domaines politiques, économiques et sociaux en faveur de bénéfices communs. Au fil des ans, la communauté d'Afrique de l'Est est passée de 3 États partenaires fondateurs à maintenant 5, à savoir le Burundi, le Kenya, le Rwanda, la Tanzanie et l'Ouganda. Il s'agit d'un marché plus vaste qui est doté d'une importance stratégique et géopolitique essentielle et qui constitue une perspective de nouvelles dynamiques au sein de la communauté d'Afrique de l'Est. Il reste énormément à faire, mais nous avons obtenu de nombreuses réussites depuis la création de l'Union douanière d'Afrique de l'Est en 2005. Nous sommes ravis d'enregistrer de nouvelles avancées depuis la création de notre marché commun en 2010 et également depuis l'adoption du protocole pour la création d'une union monétaire en Afrique de l'Est. Nous nous sommes engagés à accélérer le processus de création d'une fédération d'Afrique de l'Est. C'est la preuve de la volonté du peuple d'Afrique de l'Est à créer un bloc puissant et durable, politique et économique d'Afrique de l'Est. Monsieur le Président, s'agissant de l'avenir, le nouveau programme, le programme pour le développement durable à l'horizon de 2030, ouvre une nouvelle voie pour le développement international. Ensemble, nous devons éviter les échecs que nous avons rencontrés ces 70 dernières années. Nous devons de façon prioritaire cibler tous nos efforts afin d'éliminer la pauvreté et de promouvoir la paix et la sécurité durable. Nous devons être ambitieux, mais également faire preuve de sens pratique afin d'apporter de véritables changements dans les vies des plus pauvres, tout en garantissant la durabilité de notre planète. Le Kenya mènera à bien et mettra en œuvre le programme pour le développement durable à l'horizon 2030. Nous allons nous fonder sur l'expérience acquise dans la mise en œuvre des OMD. Dans le même temps, le Kenya prêtera une attention prioritaire aux questions essentielles de développement durable qui avaient été laissées de côté dans le cadre des OMD, notamment en ce qui concerne le renforcement des moyens de mise en œuvre et la revitalisation des partenariats internationaux en faveur du développement durable, ainsi que la promotion de sociétés pacifiques et inclusives. C'est essentiel pour la mise en œuvre de la paix et de la sécurité, ainsi que du développement durable.
Pour conclure, Monsieur le Président, j'aimerais vous assurer que le Kenya s'est engagé de façon infaillible à jouer un rôle central au sein de la communauté internationale. Nous serons un garant de la paix et de la sécurité dans notre région. Nous allons favoriser la coopération régionale, continentale et internationale en faveur de la croissance économique, du développement social et de la prospérité pour tous. Je vous remercie. Au nom de l'Assemblée générale, je remercie le président et commandant en chef des forces de défense de la République du Kenya pour l'allocution qu'il vient de prononcer. Je prie les représentants de rester à leur place pendant que nous prenons congé du président.